Bonjour Michel. Bonjour Louise. J'aimerais évoquer avec toi une tragédie qui a traumatisé le pays de Ré au printemps 1945, la catastrophe du Boivre. Je crois savoir qu'à l'époque, on était encore dans la poche de Saint-Nazaire, alors que le reste du pays était libéré depuis l'été 44. Exact. Peux-tu dire en quelques mots en quoi consiste cette catastrophe ? Catastrophe du Boivre, eh bien, c'est une catastrophe de guerre qui résulte de l'explosion de mines anti-chars et qui entraîne la mort de 15 paysans riverains du marais du Boivre, qui a été transformé en lac par les Allemands. Cette catastrophe, elle intervient le 17 mars 1945, c'est-à-dire à la fin de la poche de Saint-Nazaire. Les paysans sont occupés sur les dunes de l'Ermitage à Saint-Brévin à creuser une tranchée qui permettrait de libérer une partie des eaux du lac, donc une partie de leur terre inondée. Le Boivre, qu'est-ce que c'est ? C'est une rivière ou c'est un marais ? C'est les deux. C'est d'abord une petite rivière de 18 km de long, qui prend sa source à Saint-Péran-Ré et qui se jette dans la mer, enfin dans l'estuaire, à l'Ermitage, à Saint-Brévin. C'est une petite rivière paresseuse, de faible pente, avec beaucoup de méandres, qui reçoit les eaux d'un bassin versant de 6000 hectares et qui se transforme l'hiver en marais. On dit à ce moment-là que le marais blanchit et il fait environ 7 km de long sur 1,5 km de large. D'accord. Avant-guerre, quelle place avait ce marais dans l'économie locale ? Bon, comme tout marais, il s'agissait d'une économie assez pauvre. L'été, à la belle saison, disons, ce marais était une zone où on faisait pâturer les troupeaux, les vaches, les moutons, et c'était aussi une terre à foin. L'hiver, quand l'eau montait, quand le marais blanchissait, ça redevenait un territoire de pêche et de chasse. Ce marais recouvrait environ 450 hectares, qui concernait 80 exploitations sur la commune de Saint-Péran-Ré et 25 sur celle de Saint-Brévin, qui se répartissaient nord et sud de la rivière dans environ une trentaine de villages. Et quelle était l'importance de ce petit ruisseau pour les Allemands ? Et pourquoi cette inondation ? Ce petit ruisseau n'avait pas d'importance militaire ou stratégique particulière en lui-même, mais il appartenait à un réseau hydrographique de tout le sud-estuaire de la Loire, qui lui présentait un intérêt militaire. Alors, pour expliquer l'intérêt de ce réseau hydrographique et en fait de toute cette inondation, il faut remonter à un événement historique antérieur, 28 mars 1942 exactement, dans la nuit du 28 mars 1942, où des commandos britanniques, 600 commandos britanniques sur des vedettes et un destroyer, vont réussir à tromper les défenses allemandes et à pénétrer dans le port de Saint-Nazaire. C'est ce qu'on a appelé l'opération Chariot. Et donc ces commandos vont aller faire exploser ce destroyer chargé d'explosifs sur la porte de la Forme Joubert. Donc le Tirpitz ne pourra plus venir se faire radouber à Saint-Nazaire. Hitler s'affole, il envoie en inspection Rommel et von Rundstedt, qui conclut au fait que le mur de l'Atlantique est encore plein de trous. Donc on va accélérer la construction du mur de l'Atlantique. Et on oublie parfois que le mur de l'Atlantique, ce n'est pas que des défenses en béton et des blocos. C'est aussi des défenses inertes. Et en particulier, les Allemands ont su exploiter toutes les zones inondables pour les transformer en ce qu'ils appelaient des forteresses aquatiques. Et donc, concrètement, pour éviter une récidive, enfin la réédition d'un coup de commando, venant par exemple du sud de l'estuaire, avec des commandos aéroportés ou des parachutistes, des planeurs, les Allemands ont fermé les accès à la mer de tous les ruisseaux, étiers et canaux du sud de l'estuaire. Alors, ce qui a provoqué la montée des eaux. À partir de 1942, chaque hiver, les eaux montaient. Et elles ne s'écoulaient plus jamais. Et le dernier hiver, en particulier, a été très très pluvieux. Donc, le marais de Vue, par exemple, l'après de Tenue, les marais de Corset, Paimboeuf, le marais de Haute-Perche, et bien sûr le marais du Boivre, se sont transformés en lacs. Alors, pour ce qui concerne le marais du Boivre, il y avait 5 mètres d'eau au milieu. Et entre Saint-Brévin et Saint-Michel-Chef-Chef,
il y avait 1,50 m d'eau sur ce qu'on appelle maintenant la route bleue. Entre Saint-Brévin et Saint-Péran-Rey, il fallait aussi contourner l'inondation. Donc voilà à quelles origines il faut remonter pour comprendre cette inondation et ses conséquences dramatiques pour les paysans riverains du Marais. Et est-ce que cet épisode est lié à l'histoire de la poche de Saint-Nazaire? Les paysans sont morts par l'explosion de mines. Est-ce que ces mines ont été posées pendant la poche? Alors non, ces mines n'ont pas été posées pendant la poche, elles ont été posées précisément pendant la mise en place du mur de l'Atlantique. Comme je l'ai dit, il n'était pas constitué que de défenses en béton. Il y avait aussi des défenses de plage multiples. Et il y avait aussi, selon le relief, selon la forme du littoral, des champs de mines divers, des mines antipersonnelles, mais aussi des mines anti-chars pour empêcher un débarquement éventuel, ce qui arrivera malgré tout en Normandie. Et donc, toute cette zone littorale était déclarée zone interdite. Donc on ne pouvait pas y pénétrer, et partout on voyait des pancartes Achtung Minen qui signalaient la présence de mines soit antipersonnelles, soit anti-chars. Et qui? Alors maintenant, tu me posais la question, est-ce que ça a quand même un rapport avec la poche de Saint-Nazaire? Oui, bien sûr, ça a quand même un rapport avec la poche de Saint-Nazaire. Bon, il faut rappeler que depuis janvier 1945, il n'y a plus un seul soldat allemand sur le sol français, hormis dans les poches de l'Atlantique, 5 poches de l'Atlantique, dont celle de Saint-Nazaire, qui est la plus grande, la plus peuplée. On y trouve 120 000 civils qui sont enfermés avec 30 000 soldats allemands, donc soumis à un siège terrible, avec beaucoup de privations alimentaires, le froid, etc., et un épuisement moral et psychologique. Donc c'est dans ce cadre de guerre assez pesant que cette catastrophe intervient. Ça explique pourquoi on a, par exemple, envie de recouvrer une partie de ces terres agricoles pour les remettre en culture ou y remettre des troupeaux. Et donc, on peut penser que si cette zone avait été libérée à l'été 44, comme tout le reste de la région, Nantes a été libérée au mois d'août 44, eh bien, cette catastrophe du Boivre n'aurait jamais existé. Parce que d'abord, l'inondation aurait été moins importante. Et puis ensuite, ce n'est pas les paysans qui auraient fait ces travaux, ça aurait été des mineurs ou ça aurait été des prisonniers allemands, mais en tout cas, ce n'est pas ces paysans qui n'avaient pas d'expérience des mines. Qui a demandé le déminage de la zone et le creusement de cette tranchée? Pourquoi réouvrir l'accès du Boivre à la mer en mars 1945, alors qu'on savait que la guerre touchait à sa fin? Ah, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la guerre touchait à sa fin, tout le monde le sentait plus ou moins, y compris les Allemands. Ils sentaient bien qu'au printemps 1945, il ne sortirait de cette poche que prisonniers. Bon, c'est ce qui explique un petit peu qu'ils aient donné l'autorisation de faire ce chantier d'ailleurs. Parce qu'ils étaient eux-mêmes gênés dans leur propre mouvement. Et ils s'attendaient à un assaut, à une libération de vive force de la poche par les Alliés et par les FFI qui encerclaient la poche. Alors, ce sont néanmoins les paysans qui, excédés par cette inondation qui durait alors que la France était libérée et qu'eux, ils étaient toujours empochés, ils vont intervenir auprès de leurs syndics agricoles et puis aussi auprès de leurs maires, essentiellement les maires de Saint-Brévin et de Saint-Péran-Rey, qui eux-mêmes vont intervenir auprès de la commandanture de Saint-Brévin, où se trouvait le colonel Kasberg, qui dirigeait la partie sud de la poche de Saint-Nazaire du côté allemand. Et donc Kasberg va autoriser un premier chantier qui va commencer le 2 février 1945, avec des volontaires, encadrés par des soldats allemands, sur l'emplacement de l'ancien exutoire du Boivre, ce qu'en Pays de Ré on appelle l'ancien Touc du Boivre, que les paysans allaient déboucher tous les ans, parce qu'il était bouché par les effluents et puis par les marais. Et donc on va aller dans cette zone-là, et j'ai retrouvé une note du maire de Saint-Brévin dans les archives de guerre de Saint-Brévin, qui disait que le chantier avait duré quelques jours, mais qu'on avait dû l'arrêter parce qu'on était tombé sur un enrochement qu'il aurait fallu faire sauter avec de la dynamite. Et alors, on imagine que les Allemands préféraient réserver leur dynamite à d'autres usages. Et donc, on a interrompu le chantier. Donc, le problème n'était pas résolu. Et les eaux continuaient de monter. Et donc, il y a eu une nouvelle pression sur les mers, et un nouveau chantier a été autorisé
peu près un mois après, le 14 mars 1945, mais non pas sur le site de l'ancien Touques, mais à quelques centaines de mètres plus à l'ouest, vers la forêt de la Piratelée, vers Saint-Michel-Chef-Chef, dans une zone de dunes qui avait été acquise avant-guerre par le syndicat des marins, pour déjà, à l'époque, on pensait faire une dérivation du Boivre pour le faire aller à la mer directement et, disons, couper les derniers méandres. Et donc, c'est sur cette zone de dunes que les paysans vont donc commencer ce chantier en creusant une tranchée qui visait à faire baisser le niveau du lac d'1 mètre, c'est-à-dire à libérer une partie des terres inondées seulement, et à libérer les routes. Parce qu'il faut savoir que il y avait non seulement le Marais qui était inondé, mais il y avait aussi des terres agricoles, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes blés et des vignes qui étaient les pieds dans l'eau. Il y avait même certaines fermes qui commençaient à être inondées, et en particulier une sur la route de Saint-Père-en-Retz, où l'eau arrivait à la hauteur des fenêtres. Et que sait-on des circonstances de l'accident? Alors, les circonstances de l'accident, bon, alors, elles ne sont pas encore totalement éclaircies. J'ai recueilli les témoignages des survivants, parce qu'il y a eu des survivants de ces catastrophes, secouristes, de certain nombre de travailleurs qui ont travaillé sur ce chantier avant le jour fatidique, qui eux donc n'ont pas été touchés. Alors ce que l'on sait, c'est que donc au matin du 17 mars 1945, c'est un samedi matin, entre 8h30 et 9h du matin, il y a une vingtaine d'hommes arrivés, donc des paysans riverains du Marais. Alors on vient à pied, quand on n'habite pas trop loin, on vient en vélo, parfois deux sur le même vélo, parce qu'à l'époque il n'y a plus de vélo, ou en voiture à cheval ou avec des charrettes. Et donc ces hommes sont à pied d'œuvre, mais on en attend une centaine dans les minutes qui suivent. Donc certains sont en train de dételer les attelages sous les sapins, d'autres sont encore en route. Alors après, bon, il va y avoir énormément d'anecdotes qui diront que celui-ci a survécu parce qu'il n'avait pas de vélo, le vélo était crevé, parce qu'il était en train de se raser, parce qu'il fallait aller couper des choux pour les vaches, parce qu'il était allé compter des fagots pour sa tante, enfin, toutes sortes de petits hasards de la vie et du destin qui en ont retenu quelques-uns qui n'étaient pas là au moment fatidique. Et donc, les hommes qui sont là vont se mettre au travail, mais sans encadrement. Du côté des paysans, il n'y avait pas d'encadrement particulier. Et les Allemands, les artificiers allemands qui étaient présents les jours antérieurs ne sont pas arrivés. Il y a juste là de passage de feldgendarmes allemands. Et donc, on se prépare à descendre dans la fouille, dans la tranchée, qui est déjà de la hauteur d'un homme. Mais on trouve sur le bord de la tranchée une mine qui, disent certains témoins, n'était pas là la veille. Il y en a même un qui dit elle a une drôle de mine, cette mine-là. Bon, alors certains s'éloignent, se méfiant. Puis d'autres se rassemblent autour de cette mine. Et puis, bon, on se rappelle ce qu'on avait vu faire la veille aux artificiers allemands. Les paysans sortaient les mines du sable. Bon. Et puis les artificiers allemands les désamorçaient. Puis ensuite on les rangeait, on les prenait par l'oreille, par la poignée, puis on allait les poser sur des planches en attente d'enlèvement. C'était des mines qui n'étaient pas censées être dangereuses pour les hommes. Donc les mines anti-chars, celles-ci étaient réglées pour sauter à 600 kg de pression. C'est-à-dire sous le passage d'une vache, d'un attelage, ou a fortiori d'un char, mais pas sous le passage d'un homme. Donc on était un peu familiarisés avec le danger. La veille, on passait à travers le champ de mine. Quand elles étaient désamorcées, même on les jetait. Enfin, bon, pas comme des betteraves, mais presque. Bon, donc on n'était pas particulièrement inquiets. Mais là, les hommes qui sont autour vont essayer de la désamorcer, de dévisser le détonateur. Alors, peut-être n'y parviennent-ils pas, ou incomplètement. Toujours est-il que l'un d'entre eux va mettre la mine dans sa pelle et la jeter sur le tas. Et là, il y en a 244 qui sont rangés en attente d'enlèvement. Et cette mine va exploser et va entraîner l'explosion en chaîne de toutes les autres. Donc, on imagine le vacarme, on entend l'explosion jusqu'à la Sicodège, jusqu'à Pornic, enfin bon, toute la région. On ne comprend pas pourquoi, d'abord. Hein. Donc,
Les hommes sont projetés, déchiquetés, ensevelis. C'est des cris, c'est la poussière, ils sont asphyxiés par la poudre, par la fumée. Voilà. Et puis autour, c'est l'affolement. Et on ne sait pas trop que faire par rapport à ce qui vient d'arriver. Voilà. Dans les circonstances. Alors, certains ont dit que cette mine était piégée. Piégée par qui? Par les Allemands. Bon. Pour ma part, je suis très réservé sur cette hypothèse, puisque il faut se rappeler que ce chantier avait été autorisé par la commandanture, qu'il était encadré par les Allemands, et qu'eux-mêmes ont eu 2 morts. Donc, voilà. Et que sait-on des victimes françaises? Alors, les victimes françaises, ce sont exclusivement des paysans, mais essentiellement des ouvriers agricoles ou des commis, comme on dit. Bon, il faut se rappeler que dans cette période, les chefs d'exploitation, les cultivateurs, comme on disait à l'époque, étaient pour la plupart prisonniers en Allemagne depuis 1940. À Saint-Pérorin, il y en avait 138 qui étaient prisonniers en Allemagne. Donc, sur les fermes, qui trouvait-on? On trouvait les femmes, on trouvait les grands-pères, qui avaient fait la guerre de 14, et qui, pour certains, hésitaient un peu à aller sur ce chantier, parce que les anciens de la guerre de 14 connaissaient les dangers des mines. Il y en a qui disaient, on ne joue pas avec le diable. Bon. Et des jeunes qui n'étaient pas en âge d'être mobilisés en 1939, ou qui n'étaient pas en âge non plus d'être envoyés au service du travail obligatoire. Et donc voilà, sur ce chantier, on trouve donc beaucoup de jeunes. Sur les 15 victimes, il y en a 9 qui n'ont pas 25 ans. On trouve aussi un grand-père de 71 ans, et un enfant de 13 ans et demi. Et on trouve 4 pères de famille, et 3 blessés graves. Donc voilà pour les victimes. Il faut rappeler que c'était aussi des volontaires, et non pas des requis. C'est-à-dire qu'ils allaient travailler, non pas à la demande des Allemands, mais pour leur propre compte, pour libérer leur propre terre. Donc les jeunes, par exemple, étaient enthousiastes pour aller sur ce chantier. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait des interdictions de circuler, il y avait du couvre-feu. Donc on pouvait difficilement sortir de sa ferme, sauf pour aller à la messe le dimanche. Donc les jeunes étaient contents de se rendre sur ce chantier. Il y avait une bonne ambiance, on travaillait dur, mais il y avait une bonne ambiance. Et puis on travaillait pour soi, on était en train de libérer ces terres. Et qui a secouru les victimes? Alors, qui a secouru les victimes? D'abord, il faut dire qu'il y a eu un affolement général, hein, c'est-à-dire que les autres travailleurs, les autres paysans qui étaient aux abords du chantier quand c'est arrivé, il y en a certains qui ont été projetés, bon, tout le monde était angoissé, affolé, et puis surtout on se demandait s'il n'y avait pas d'autres mines qui allaient exploser. Donc on hésitait à s'approcher, les Allemands eux-mêmes hésitaient à s'approcher. Mais bon, malgré tout, on a fini par se rendre sur les lieux, et là, il est passé à proximité un couple de chirurgiens dentistes de Saint-Brévin qui s'en allaient en vélo chercher leur pain à Saint-Michel-Chef-Chef, monsieur et madame Courant, donc qui avaient quelques connaissances de secourisme et qui ont commencé à trier déjà les morts des blessés plus ou moins graves. Et donc avec l'aide de Georges Cadet, qui dirigeait la colonie Saint-Joseph à côté, on a transporté sur des brancards de fortune les victimes à la colonie Cadet, à la colonie Saint-Joseph. Et puis, il est intervenu aussi un groupe de défense civile de Saint-Michel-Chef-Chef, et puis 2 médecins, le docteur Daniel et le docteur Crasson. Et les morts ont été emmenés avec des attelages à la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, qui a été transformée en chapelle ardente. On a fait une première toilette mortuaire. Ils étaient tous couverts de noir, de fumée, etc. Donc on a essayé de rendre les morts un peu plus présentables pour que les familles viennent reconnaître les leurs, parce qu'on hésitait beaucoup. On ne savait pas trop qui était mort. Donc beaucoup de familles sont venues voir si leur père ou leur frère ou leur fils était mort. Et donc, puis ils les prenaient en charge, ils les emmenaient donc à leur domicile. Quant aux blessés, graves et légers,
les Allemands ont consenti à ce qu'on les emmène, que leurs compagnons de travail les emmènent à main d'homme sur des brancards à travers le champ de mines, ouvert, guidé par les soldats allemands, jusqu'à Saint-Brévin, jusqu'à une infirmerie militaire, un lazaret, le pavillon des Fleurs, où là, ils vont être pris en charge à la fois par un major allemand et puis par une infirmière qui s'appelait Madeleine Testard de Maran. Certains blessés vont être ensuite évacués sur l'hôpital allemand de La Baule, où certains vont mourir d'ailleurs. Voilà la prise en charge des blessés et des morts. D'accord. Et comment se sont passées les obsèques? Alors les obsèques, pour ce qui concerne Saint-Brévin, où il y avait 4 victimes, et Saint-Michel, où il y avait une victime, qui ne sont pas toutes mortes d'ailleurs au moment de l'explosion. Il y a eu des décès qui sont intervenus plus tard, y compris jusqu'au lundi. Les enterrements ont été échelonnés. Il n'y a pas eu de cérémonie d'obsèques collectives. Par contre, pour Saint-Père-en-Retz, où il y avait 10 victimes, il y en avait 6 au sud du Marais et 4 au nord. Eh bien, le lundi matin, 19 mars, se sont constitués 2 cortèges. 2 cortèges, donc avec des attelages sur lesquels on mettait les cercueils. Et la foule attendait donc les cercueils au bout de chaque chemin. Et elle grossissait à chaque chemin entre le point le plus éloigné de Saint-Père-en-Retz et le bourg de Saint-Père-en-Retz. Et donc on avançait le long du Marais, au pas des chevaux. On s'arrêtait à chaque calvaire pour dire des prières. Même chose dans la partie nord. Et ces 2 cortèges se sont rejoints à Saint-Père-en-Retz. Les 10 cercueils disposés devant la mairie, accueillis par le maire. Et puis ensuite sur le parvis de l'église, accueillis par le curé. On pénètre dans l'église, on dispose ces cercueils dans le chœur. On imagine 10 cercueils dans le chœur. Et puis l'église ne contient pas la foule. Bon, imaginons les cantiques, les prières, les orgues, l'odeur de la cire, de l'encens, mais aussi de la vase attachée aux chaussures des gens qui viennent du Marais, les enfants des écoles qui font l'appel des victimes, avec la réponse « mort au champ d'honneur du travail ». Et puis ensuite, on gagne le cimetière, où vont être ensevelis donc, les 10 morts. Et là, il y a un peloton allemand qui va tirer une salve d'honneur. Et puis le sous-préfet de Saint-Nazaire va s'incliner devant chaque famille. Et puis chaque famille va rentrer chez elle. Tout le monde va rentrer chez soi. Et les familles des victimes avec leur chagrin et leur mouchoir par-dessus. À l'époque, il n'y avait pas de cellules de soutien psychologique. On faisait avec l'aide de la prière. Et puis le temps faisait son œuvre. Mais il faut se rappeler que quelques semaines après, c'est la libération. Et c'est la fête. C'est une explosion de joie. Ici, dans cette poche, on a connu 9 mois de guerre de plus que le reste du pays. Et donc, on chante, on boit, on danse, on tire des feux d'artifice. Et il faut imaginer que toutes ces réjouissances vont accroître encore la douleur des familles qui, elles, ont perdu les leurs. Et bon, je voudrais rappeler cette simple anecdote. Quelques semaines après, à la sortie de la messe devant l'église de Saint-Père-en-Retz, cette femme, cette mère, qui en croise une autre, d'un autre village, qui lui dit « Le mien, il est mort, pourquoi pas le tien ?» Voilà. Les victimes ont-elles eu le statut d'ancien combattant? Alors, non. Elles n'ont pas eu le statut d'ancien combattant parce qu'il ne s'agit pas d'un acte de guerre. Il s'agit d'une catastrophe de guerre. Ce n'est pas un acte de combat. Néanmoins, ce sont des victimes civiles de la guerre. C'était des volontaires qui étaient là pour libérer, avant l'heure,
partie de leur terre, une partie de leur petite patrie, comme on disait à l'époque. Et donc, ils vont être reconnus comme morts au champ d'honneur du travail, ce qui va ouvrir des droits pour les veuves à être déclarées veuves de guerre, donc toucher une petite pension, et pour les orphelins à avoir le statut de pupille de la nation. Oui, d'accord. Et est-ce que finalement, le Boivre a été libéré à la suite de cette opération? Pas du tout. Bien entendu, le chantier a été interrompu. Il a été interrompu, il y avait trop de risques à le reprendre, puis le traumatisme était trop fort. Et donc, il va être repris quelques semaines après, au mois de mai, juin, juillet 1945. Et il va être, cette fouille, cette tranchée commencée par les paysans, va être achevée par les prisonniers allemands, sous encadrement des soldats français. Et donc, c'est eux qui vont libérer les eaux du Boivre. Enfin, libérer en partie, puisque ensuite, il va y avoir un chantier de travaux publics qui va s'étaler sur 3 ans, où on va rectifier le cours du Boivre et on va installer une grande buse terminale et puis une nouvelle écluse terminale à l'endroit où se jette le Boivre actuellement. Voilà, donc l'ancien Touques, comme on disait, a été neutralisé. Et ce chantier va être livré au printemps 1948. D'accord. Et un monument a été érigé en 1955. Oui. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ah bah oui, pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est vrai, on a attendu 10 ans. Mais bon, comme je le disais, les populations empochées avaient le sentiment d'avoir été un peu victimes d'une sorte d'injustice, d'avoir eu plus de guerre que les autres. Et puis dans quelles conditions? Parce que c'était très éprouvant quand même cet encerclement et les privations pendant les 9 derniers mois. Il faut rappeler qu'il y a eu, pendant cette période, 1000 morts. Civils et militaires dans la poche de Saint-Nazaire. Et ces 15 paysans en font partie. Et c'est même, disons, l'événement de la poche de Saint-Nazaire qui a été le plus coûteux en vie humaine. Bon. Donc, quand la libération arrive, le 11 mai 1945, ces populations-là se lancent dans la reconstruction. On a du retard à rattraper d'une certaine façon. Donc on va réhabiliter ces terres, on va boucher les tranchées, on va remettre des carreaux aux fenêtres, des tuiles sur les toits, et puis bon, on va se marier, on va faire des enfants. Et puis on va essayer d'oublier cette guerre, ces moments si difficiles. Mais malgré tout, bon, le traumatisme était tellement fort, et puis on voyait les blessés. Il y avait des blessés très très graves qu'on voyait au marché, dans les rues, au café, bon, blessés de cette catastrophe. Et donc le souvenir était toujours là, très vivace. Et donc la mémoire revient. Et donc en 1955, les 3 communes concernées, les communes de résidence des victimes, Saint-Péran-Retz, Saint-Brévin et Saint-Michel-Chef-Chef, vont unir leurs efforts pour financer l'installation d'une stèle, une grande stèle en granit qui porte les noms des 15 victimes. Et donc cela va être inauguré au printemps 1955. Et ensuite, chaque année, il y aura une commémoration. Jusque dans les années 2000, où le rite s'éteignait. Les témoins disparaissaient, etc. Et à tel point qu'en 2005, pour le 60e anniversaire de la catastrophe, il n'y a eu aucune commémoration. Et c'est cette année-là qu'est sorti mon livre sur la catastrophe du Boivre, que j'ai rédigé sur la base des témoignages de tous les témoins de l'époque, des victimes encore vivantes, comme Gustave Ferré, par exemple, qui avait 16 ans à l'époque des faits, qui a été un de mes témoins principaux, et qui est mort malheureusement en 2011, avec ses 18 éclats de mine dans le corps. Donc il était sur les lieux, lui. Donc j'avais un témoignage de première importance, mais d'autres hommes aussi avaient participé au chantier les jours d'avant, que j'ai pu interroger. Et puis les familles, les enfants, les amis, les voisins, et puis les archives de guerre locales. Et donc quand ce livre est sorti, nous avons constitué un comité pour la mémoire de la catastrophe du Boivre, pour raviver un peu les cérémonies et la mémoire de cet événement. Et en 2006, on a installé un mémorial auprès de la stèle, sous la forme de 2 panneaux historiques qui rappellent les circonstances précises, qui resituent l'événement dans son cadre de guerre et qui portent les portraits des 15 victimes. Et à cette inauguration, il y avait 500 personnes.
Ce qui veut dire que la mémoire n'était pas du tout éteinte. Et depuis lors, chaque année, autour de ce comité, qui est devenu une association, nous organisons une commémoration annuelle qui rassemble encore, tous les ans, plusieurs centaines de personnes. Et en 2013 encore, nous aurons une cérémonie aux alentours du 17 mars. D'accord. Et pour terminer, Michel, j'ai envie de te poser une question, je dirais, un peu plus intime. Qu'est-ce qui te rattache à l'histoire de cette catastrophe ? Oui, qu'est-ce qui me rattache ? Beaucoup de choses. D'abord, je suis un enfant de ce marais. J'y suis né. Je pourrais dire le cul dans les eaux du Boivre. Et je suis né donc dans une ferme, la ferme du Petit Motet, qui précisément était cette ferme la plus inondée pendant cette période, puisque l'eau dépassait les fenêtres. Et que ses occupants, les fermiers qui l'occupaient, eh bien c'était mon oncle, ma tante. Mon oncle Joseph Gauthier, sa femme Germaine et ses 2 petites filles. Et cet oncle donc était un frère de mon père. Et il a fait partie des volontaires. Et il a fait partie des victimes, à l'âge de 31 ans, comme son voisin Eugène Morisseau, du même âge, qui lui laissait 4 orphelins, de 6 mois à 6 ans. Il y avait 4 morts dans le village. Et mes petits voisins, c'était des orphelins du Bois. Donc toute mon enfance a baigné dans ce souvenir, dans ce traumatisme, dont on ne parlait pas beaucoup, mais malgré tout, cela pesait sur la conscience de tout le monde, sur le souvenir de tout le monde. Et il y avait beaucoup de questions sans réponse. Il n'y avait pas eu d'enquête de police, ni française ni allemande. Beaucoup de mystères. Et donc, l'explication qu'on donnait, c'était la guerre. Mais cette réponse ne m'a jamais suffi. Donc voilà la raison de ma curiosité et de mon enquête. Lorsque mon père est revenu de captivité, il a été parti 7 ans, de 1938 à 1945. En 1938 pour faire son service militaire, puis la guerre, puis la captivité. Donc il revient en 1945. Et il est pris en charge sur le quai de la gare de Nantes par un transporteur occasionnel de Saint-Brévin qui le ramène en Pays de Ré, avec d'autres anciens prisonniers. La poche vient de s'ouvrir, hein. On est donc à la fin du mois de mai 1945. Et il ne sait pas que son frère a été tué. Et au fil des kilomètres et des communes et des villages traversés, les hommes qui sont dans la camionnette descendent. Et donc la voiture, la camionnette arrive à la hauteur du marais du Bois. Et au large de cette ferme, du Petit Motet, où se trouvait donc mon oncle Joseph, qui est mort au Boivre, le transporteur s'arrête et il dit « Mon pauvre gars, il faut que je t'annonce ce qui est arrivé à ton frère. » Il avait entendu parler déjà d'une grande catastrophe, mais il n'en connaissait aucun détail. Et le bonhomme lui dit « Ton frère est mort, il est mort au Boivre, il est mort avec les mines. » Voilà. Et donc mon père a appris le décès de son frère le premier jour de son retour au pays. Et il s'est marié l'année d'après. Et il s'est installé dans la ferme de ce frère mort, puisque la veuve n'y est pas restée. Elle est partie au bourg avec ses 2 filles, et la ferme était restée libre. Donc il s'est installé dans cette ferme, et j'y suis né l'année d'après. D'accord. Voilà l'origine de toute cette histoire. Merci. Je t'en prie.